Bienvenue dans Paroles d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Aujourd'hui, on embarque pour un pays lointain, méconnu et même en partie effacé, la RDA, en compagnie de Nicolas Offenstadt. Je suis avec Nicolas Offenstadt, qui est maître de conférence à l'Université Paris 1 et membre de l'Institut d'Histoire moderne et contemporaine. Bonjour. Bonjour. Et je reçois pour un livre qui s'appelle « Le pays disparu, sur les traces de la RDA » qui paraît chez Stock. On pourrait dire que c'est un livre d'explorateurs. On sait qu'à l'époque victorienne, il y avait des explorateurs parce qu'il y avait des taches blanches sur les cartes et il fallait les combler. On partait les combler. Aujourd'hui, il n'y a plus de taches blanches sur les cartes, mais d'une certaine façon, il y en a dans le passé. Il y a un espace englouti, un pays disparu, c'est la RDA. Et dans ce livre, Nicolas explore le passé de l'Allemagne de l'Est et surtout ce qu'il en reste. C'est un livre extraordinairement intéressant et j'ai eu la chance de le lire au cours même du travail parce qu'on en a discuté au cours de l'élaboration, donc ici je cache pas ma subjectivité, mais je voudrais quand même dire pourquoi ça me paraît intéressant et important, pour au moins 3 raisons, et j'espère qu'on pourra les développer. D'abord, sur un plan très général, je pense que c'est un livre important pour l'approche de la RDA, pour dépasser les clichés, les préconceptions qu'on peut avoir sur ce pays, sur ce régime, souvent réduit à la dictature, à la Stasi. On va voir que les choses sont plus complexes. Sur le fond, c'est un travail sur les traces, sur les temporalités, une exploration très subtile de ce qui reste du passé, quand ce passé est révolu, et dans le cas de la RDA, à la fois systématiquement effacé et abandonné. Et puis, du point de vue du travail de l'historien, je pense qu'il faut aussi souligner, saluer la réinvention qui est celle de Nicolas Offenstadt, puisqu'il a fait une thèse en histoire médiévale, il a beaucoup travaillé sur le 14-18, et puis là, on est sur un 3e terrain, même s'il y a des résonances évidemment avec d'autres terrains, notamment sur les questions de mémoire, et on sait qu'on est dans une université française souvent très cloisonnée du point de vue des périodes. Là, je trouve ça très très intéressant d'avoir comme ça ces terrains qui se font écho. Alors, on va parler de ce livre, et pour commencer, je voudrais peut-être qu'on prenne un exemple concret pour faire comprendre cette démarche. Un exemple concret, c'est lorsque vous entrez dans une ancienne entreprise, dans une ancienne usine chimique à Bernsdorf, dans l'ancienne RDA, avec une lampe torche, et puis là, il y a une masse d'archives, et vous vous emparez de certaines de ces archives. Est-ce que c'est un moment singulier pour un historien ? Sans doute, c'est parmi les moments qui m'ont le plus marqué pendant cette recherche. C'est que sur le territoire de l'ancienne RDA, il y a donc beaucoup d'usines abandonnées, mais pas seulement des usines, des bâtiments administratifs, des maisons de la culture, des casernes. Et dans certains de ces bâtiments, il y a des archives abandonnées. Parfois des masses colossales d'archives, qui seraient intraitables par même un chercheur tout seul. Des masses d'archives qui sont à l'abandon, sur des étagères, parfois par terre dans la boue. Masses d'archives tout à fait intéressantes. C'est pas seulement des rebuts, c'est parfois même des dossiers personnels, des dossiers administratifs, des séries comptables. J'ai même trouvé certains, on pourrait dire, dossiers politiques relativement personnels, où vous avez des données médicales, où vous avez des données politiques sur l'engagement ou le désengagement, au contraire, d'un certain nombre du personnel de l'usine. Donc vous êtes face à une masse d'archives abandonnées dans l'ex-Allemagne de l'Est, qui est encore évidemment plus colossale. J'ai déjà trouvé, moi, des mètres linéaires de dossiers. Vous imaginez ce que c'est à l'échelle des milliers de bâtiments qu'on pourrait visiter dans ce territoire-là. Donc c'est effectivement très troublant parce que cette archive-là, qu'est-ce qu'on doit en faire ? Vous êtes en train de vous promener dans un bâtiment abandonné, c'est donc l'Urbex, l'exploration urbaine. On va en reparler, c'est un des grands thèmes de votre livre, l'Urbex, et la manière dont on peut s'approprier des lieux comme ça. Donc dans ces lieux, il y a ces archives. Il y a ces archives, et du coup, parfois même, le lieu est à peu près, on pourrait dire, ressemble à peu près à un centre d'archives industriel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de bouleversements, les étagères sont un peu effondrées, mais vous avez le classement global qui était celui des archivistes de l'entreprise. Et donc c'est effectivement très troublant parce que je me demande, d'abord il y a le trouble de ce rapport à l'archive, si vous voulez, sans médiation. C'est-à-dire que vous en faites ce que vous voulez. On peut très bien y mettre le feu, on peut très bien les retirer, on peut très bien les laisser, on peut très bien ne pas les regarder. Donc rien ne nous indique que faire face à ces archives abandonnées. Et comme historien, je me dis, voilà, j'ai plusieurs solutions. Soit je les signale aux autorités. On imagine bien qu'étant donné les conditions d'accès, étant donné la masse, il y a peu de chances que mes demandes aboutissent peut-être exceptionnellement. Sans doute on y prêterait attention parce que je suis historien, on me remercierait d'avoir signalé cela. Mais certaines sont l'accès est dangereux. Il faut faire un peu justement d'exploration pour y accéder. Les planchers sont totalement effondrés, donc il faudrait des pompiers, il faudrait sécuriser. Ce serait un protocole très coûteux pour les récupérer. Très coûteux pour des archives, vous le dites, on en parlera peut-être, que beaucoup de gens négligent et trouvent inintéressantes, celle de la RDA justement. En plus, on se dit, voilà, ce régime finalement qui n'est qu'une dictature, qui reproduisait à l'infini les mêmes circulaires et les mêmes discours, n'a pas un grand intérêt. Donc, soit vous les laissez à l'abandon, c'est la deuxième solution, vous dites, de toute façon, je ne peux pas être la mémoire de l'humanité, même si beaucoup d'historiens sans doute ont cette forme d'idée que on doit toujours accumuler, essayer de rapporter le maximum de ce qu'on trouve du passé, mais là il y a une telle masse
que vous abandonnez en quelque sorte la partie. Alors moi j'ai trouvé une position qui n'a aucune justification théorique, ni même pratique, mais qui a été très intuitive, très personnelle. Dans chaque endroit, je me suis dit, je vais essayer de sauver purement intuitivement, parce que sinon il faudrait des heures et ce serait parfois même impossible étant donné le danger. Je vais essayer de sauver ce qui me paraît le plus intéressant à vue de nez, comme ça, en fouillant pendant quelques minutes ou quelques heures ces pièces abandonnées. Et donc je regarde rapidement, par exemple, moi je suis pas historien de l'économie, donc les séries comptables, je les laisse plutôt. Voilà, je suis plutôt un historien du politique par mes travaux, ou un historien de la guerre, donc évidemment je m'intéresse plutôt à ces questions-là. Donc j'ai essayé de sauver, de tirer des dossiers qui pouvaient donner des informations plutôt sur mes terrains. Mais c'est injustifiable sur le plan méthodologique, parce que d'abord j'ai pas pu voir tout, il n'y a pas de logique. En plus, c'est parfois dangereux, vous pouvez entendre des bruits, donc parfois vous êtes obligé d'interrompre votre quête, puis vous partez avec ensuite, et personne ne veut vous demander des comptes. D'autant parfois même que certaines archives que j'ai prises, ensuite les bâtiments ont été détruits, donc j'imagine que le reste a été complètement détruit aussi. Donc en ce sens, il n'y a aucune règle qui vous guide, seulement l'idée que peut-être, malgré tout, ces archives font sens, et même l'acte d'en sauver un petit bout fait sens, et qu'on peut l'exploiter ensuite scientifiquement. Donc vous voyez, on est en permanence dans quelque chose d'extrêmement fragile. Votre rapport à l'archive quand vous êtes dans ces lieux, d'abord c'est assez étonnant, parce que comme historien, vous êtes quand même une forme de plongée dans le passé, à la fois extraordinairement libre, mais dans une liberté tellement folle, d'une certaine manière, qu'on ne sait pas quoi en faire. Vous êtes là face à une masse de passé, pour lequel il n'y a aucun guide qui vous dit quoi faire. Et on se dit souvent aussi, étant donné, comme vous le disiez tout à l'heure, que l'ex-RDA est considéré comme un État délégitime dont il n'y a pas spécialement à valoriser les histoires individuelles, qu'il y a toutes les chances que ce que je ne prends pas ne soit jamais sauvé, que ce que je ne prends pas ne soit jamais consulté, et a toutes les chances de finir dans la pourriture. Et du coup, jamais raconté. Et jamais raconté. Alors à propos de ce qui est raconté, justement, un de ces dossiers, vous en prenez plusieurs et vous racontez des trajectoires de vie. On peut peut-être prendre un exemple, celui de Heidrun. C'est une femme qui a vécu en RDA et dont la trajectoire individuelle, que vous avez reconstituée comme ça à partir de ces bribes, de ces archives un peu disparates, dit aussi quelque chose de ce qu'étaient les expériences ordinaires de ce régime. Est-ce qu'on peut en dire un mot ? Oui, d'abord, ce dossier, c'est sans doute un de ceux qui m'a le plus touché. J'ai fait un protocole ici que j'ai pas fait pour d'autres dossiers, c'est-à-dire que j'ai ramassé ce dossier effectivement dans une usine de blanc de zinc à Bernsdorf, là vraiment dans une pièce qui était ouverte à tout vent, où il restait des archives abandonnées. Encore une fois, selon la logique que je viens de vous décrire, c'est-à-dire celle de l'intérêt, j'ai pris le dossier d'Heidrun parce qu'il y avait un certain nombre d'éléments, il y avait sa photo, il y avait toute une reconstitution de carrière. Et puis, je me suis demandé, étant donné son âge, si elle n'était pas encore finalement vivante. Donc j'ai tapé dans l'annuaire tout simplement allemand, et j'ai trouvé son nom au même endroit. Donc c'est évidemment la même, parce qu'elle a un nom très particulier. Et du coup, je me suis dit, je vais tenter l'expérience de voir ce que ça fait d'avoir sauvé un dossier, et éventuellement même d'aller plus loin, de pouvoir constituer sa vie. Alors je lui ai téléphoné, elle était un peu méfiante au début, et puis j'ai téléphoné pour voir un petit peu à qui j'avais affaire, comment aborder la question, puis je lui ai écrit une lettre un peu solennelle avec en tête de l'université. Elle m'a répondu avec beaucoup de gentillesse en me disant venez, ça me fera très plaisir de vous parler. Et j'ai pas été peut-être complètement aussi courageux que j'aurais dû l'être, parce que j'ai pas dit où j'avais trouvé son dossier. J'ai dit, j'ai des papiers sur vous, j'ai des archives, mais j'ai pas été assez précis. J'ai pas dit que j'ai fait l'exploration urbaine, que j'ai ramassé son dossier, que je savais beaucoup de choses sur elle en réalité. Parce que, encore une fois, c'est quand même un livre d'expérience. Donc j'avais pas de protocole arrêté sur ce que c'était que de se confronter avec un dossier abandonné. Elle m'a reçu de manière tout à fait extraordinaire. J'ai fait un long entretien avec elle, qui était assez touchant parce que j'ai vu une honnêteté profonde chez elle, parce que tout était confirmé de ce que je connaissais de sa vie à travers le dossier du personnel. Et elle m'en a raconté évidemment beaucoup plus, en me permettant de préciser un certain nombre de points qui n'apparaissaient pas dans un dossier dont les mentions sont liées à ce qui intéresse évidemment l'administration de l'entreprise. Donc c'était un moment extraordinaire. Et du coup, après, je suis allé retourner me promener dans l'entreprise pour la revoir après avoir discuté avec elle. Et surtout, ce que cet entretien m'a livré, c'est la suite. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe après la RDA ? Oui, parce qu'elle avait des responsabilités dans cette entreprise, des responsabilités syndicales aussi, donc c'était quelqu'un qui avait accompli sa vie d'une certaine façon en RDA. Absolument, elle avait des responsabilités. Elle était même très engagée politiquement. Elle a même fini par adhérer au Parti communiste, enfin au parti au pouvoir. C'était quelqu'un qui croyait beaucoup. Je pense qu'elle avait un engagement réel dans la construction du socialisme, d'un socialisme qu'elle aurait voulu véritablement pacifique et ouvert. Elle a été d'ailleurs très déçue par ses engagements, et sans doute plus déçue encore par son destin après 1990, puisqu'elle a dû quitter son poste de comptable dans l'entreprise,
Et là, elle a fait des petits boulots. Et 2 choses m'ont beaucoup frappé. C'est qu'on lui a proposé une formation, une forme de recyclage. Et on lui a envoyé des jeunes managers ou des jeunes formateurs issus de l'Ouest et qui ont en quelque sorte voulu donner la leçon à tous ces gens qui avaient déjà des décennies d'expérience en RDA. Et elle m'a dit, en gros, c'était des petits cons. Et je suis parti. J'avais aucune envie que moi, on m'apprenne la vie. Alors que j'avais des décennies derrière moi de travail, et de travail évidemment bien fait, comme on atteste tout son dossier. Et l'autre élément, c'est qu'elle a dû à un moment donné faire femme de ménage, elle qui avait une formation de comptable, parce qu'évidemment, une fois que vous êtes licencié, c'est pas si évident dans une petite bourgade de retrouver de l'emploi, donc du coup, elle a été obligée de faire avec. Donc c'est aussi tout le destin de ces gens de la RDA d'après le tournant que j'ai essayé à travers ces dossiers aussi de reconstituer. Alors c'est très intéressant parce que ça permet de compliquer le récit qu'on a parfois de manière très simpliste quand on ne connaît pas directement cette histoire, qui est d'abord le récit heureux de la réunification comme événement uniformément positif, et puis ensuite l'image de la RDA qui est associée à la dictature, à la Stasi. Moi je le dis clairement, quand j'ai découvert ce travail, c'est aussi l'image que j'avais. J'ai mis un petit peu de temps à rentrer dans ce livre parce que je me disais mais je comprends pas, où est la terreur d'État, où est la dictature. Ça ne se réduit pas à ça. Et en fait, votre livre, il permet de montrer que l'expérience de la RDA ne se réduit pas à cette image-là. La Stasi existait, bien sûr, mais ce n'était pas l'unique chose qui déterminait cette histoire. Oui, votre remarque et votre question réfèrent à beaucoup de choses différentes. D'abord, il y a un niveau historiographique. En Allemagne, et en France aussi d'ailleurs, parce qu'il y a une grosse école de travail sur la RDA en France, qui a été illustrée notamment par des historiens et historiennes comme Sonia Combe, Sandrine Cotte, Emmanuel Droit. Donc en Allemagne et en France, il y a en gros 2 approches. Une qui a été prédominante plutôt dans les années 90, qui était effectivement celle que vous décriviez, à savoir une histoire de la RDA comme une dictature, comme un totalitarisme, à comparer au nazisme, en mettant en avant les structures de domination, les structures de répression, les structures de pouvoir, les structures policières, les structures judiciaires, et qui donc voyait en quelque sorte uniquement ce qui s'est passé entre 1949 ou 1945 et 1990 sous ce prisme-là. Et puis se sont développées différentes approches dans les années 70, 80, 90 qui ont fini par aussi arriver sur le terrain de l'ex-RDA, des approches beaucoup plus du quotidien, de la vie quotidienne, des pratiques, de la manière dont les gens finalement s'approprient ou pas un régime, passent à côté quand ils le peuvent ou en subissent les foudres aussi parfois. Donc une histoire sociale aussi de la RDA. Et du coup, moi j'avais été marqué par cette historiographie depuis très longtemps. Et donc je savais bien qu'on ne pouvait pas raconter uniquement l'histoire de la RDA par l'histoire d'en haut. Et tous ces travaux français, il y avait vraiment une école française sur la RDA qui était une école justement des pratiques qui ne niait pas du tout la domination, mais qui essayait de faire que cette domination elle ait une réalité concrète, c'est-à-dire quand vous dominez, ça veut dire des tas de choses. Il y a quelque chose qui m'avait toujours frappé dans ce que disait Sandrine Cotte sur l'entreprise en RDA, c'est que quand quelqu'un était absent, donc disparaissait un peu du paysage pendant quelques jours, on envoyait souvent quelqu'un chez lui pour voir ce qu'il en était. Et elle montrait à travers cet exemple, c'était les doubles aspects. Du coup, ça évitait celui qui était dépressif de couler. Aspect positif, si vous n'êtes pas là, c'est qu'il se passe quelque chose. Et aspect évidemment contrôle, en même temps, vous n'êtes pas là pour ne pas être là. Donc du coup, il faut vous ramener dans le droit chemin de l'entreprise. Et donc ces ambiguïtés d'un régime de contrôle qui sont à la fois qui est protecteur, qui permet évidemment qui permet de faire plus attention à l'individu paradoxalement, tout en pouvant l'opprimer, le contrôler par ailleurs. Toutes ces ambiguïtés m'avaient passionné historiographiquement. Ça me paraissait vraiment une histoire sociale, des régimes dictatoriaux ou des régimes, disons, non démocratiques qui étaient beaucoup plus prometteuses. Et c'est cette voie-là aussi que j'ai voulu suivre. Vous les avez retrouvées d'ailleurs ces ambiguïtés dans les entretiens que vous avez menés avec d'anciens habitants de la RDA qui disent très souvent que leur expérience passée était privée de liberté et en même temps on partageait des idéaux collectifs et quelque chose qui tenait ensemble, une société qui tenait et ça leur manque. Oui, il y a évidemment une très grande nostalgie dans le discours de la RDA chez beaucoup de ses habitants, y compris, comme vous le dites, de ceux qui peuvent être très critiques vis-à-vis du régime. Et donc, du coup, on voit bien, et c'est, je pense, aussi une des conclusions de ce livre, c'est comment les gens bricolent leurs identités mémorielles. Et donc, du coup, quand on dit il y a une vague de nostalgie, ça veut rien dire en réalité. Alors, on va revenir peut-être sur ce terme parce qu'il a été très employé à une époque, il continue de l'être un petit peu, notamment dans le journalisme. On parle d'ostalgie, formé sur le mot allemand qui veut dire Est, l'ostalgie, la nostalgie de l'Est. C'est un mot qui ne convient pas. En fait, vous montrez très bien dans ce livre que c'est un mot qui englobe beaucoup de choses sous une même étiquette, alors qu'en réalité, le rapport à l'Allemagne de l'Est est beaucoup plus compliqué que simplement la nostalgie qui passerait par quelques objets un peu kitsch, comme ça. Oui, et pour ça, il faut répondre peut-être de manière un peu retardée, mais malgré tout à votre question précédente. Il y a un autre élément qui explique un peu ce contexte, c'est d'une certaine manière, et vous l'avez dit mais il faut le préciser,
la nouvelle Allemagne, la République de Berlin en quelque sorte, a construit vraiment un grand récit dominant. Ce grand récit dominant, pour le résumer vite, c'est il y a une forme d'exception malheureuse dans l'histoire allemande depuis 1945, c'est la RDA, qui était vouée à disparaître. Donc cette vocation à disparaître s'est accomplie par une forme de miracle qui est la réunification et la chute du mur. Et du coup, en quelque sorte, on retrouve un chemin normal et naturel d'une histoire allemande heureuse et démocratique et apaisée. Donc vous voyez, il y a une forme de grand récit. Et dans ce grand récit, évidemment, la RDA n'a qu'une place négative et qu'une place marginale. Il y a une expression que tout le monde répète à satiété, qui est l'idée, ce serait une note de bas de page dans l'histoire de l'humanité, la RDA. Alors évidemment, personne n'a envie d'être réduit à une note de bas de page. Et donc du coup, évidemment, les habitants n'ont pas forcément ce regard sur leur passé, qui encore une fois est souvent ambigu. Car après tout, et c'est d'ailleurs dans le cas dans beaucoup d'autres régimes, il n'y a pas besoin d'évoquer la RDA, pour beaucoup de gens, la domination ne s'exerce pas au quotidien. Et donc du coup, le rapport au politique est lointain, incomplet, parfois très distant. Et c'est ce qui se passe aussi en Allemagne de l'Est. Les gens n'avaient pas affaire à la Stasi tous les jours. Très loin de là. Ils n'avaient pas, donc tous ceux qui n'avaient pas d'engagement politique, qui n'avaient pas une vue très particulière sur la manière dont le régime devait se comporter, n'étaient pas confrontés quotidiennement à la répression. Donc ceux-là sont confrontés à des tas d'autres choses, comme n'importe qui, donc des histoires d'amour, des carrières industrielles, des rapports amicaux, des questions géographiques, de changement de lieu, des tentatives aussi pour retrouver de meilleures positions, parfois parce qu'on pouvait bouger quand même à l'intérieur de la RDA. Et donc du coup, ces gens-là, évidemment, quand on leur a dit après coup, dans ce grand récit, de toute façon, votre histoire était vouée à trouver un cours normal, et ce cours normal, c'est nous qui allons vous le donner, c'est celui de la République démocratique allemande, cette fois non pas RDA, mais celle qu'on connaît après 1990, donc démocratie, république, capitalisme de marché, avec les spécificités allemandes. Et quand on leur a dit finalement tout le reste, vous n'avez été que des enfants soumis à la dictature, c'est difficile à bâtir une identité avec ça, avec ce grand récit qui vous écrase en quelque sorte, de dire que vous allez vous soumettre à tous ceux qu'on a fait passer à âge d'or ou à raison pour vos ennemis auparavant. Il y a beaucoup de gens qui ont dit non. Moi j'ai eu une histoire, j'ai fait des choses, j'ai défendu des valeurs pour certains, on pouvait y croire. L'exemple qu'on prenait tout à l'heure, Heidrun, elle est aujourd'hui assez critique, elle dit beaucoup de choses, elle a été même très critique, elle dit, dès qu'on proposait quelque chose dans mon entreprise, il y avait le parti qui nous bloquait. Donc elle dit, il y avait énormément de bonne volonté, mais à chaque fois on tombait sur les cadres du parti qui disaient non, c'est trop compliqué, ça marche pas, c'est pas dans le plan, c'est pas dans nos projets. Donc elle est tout à fait critique, elle nous fait pas du tout une apologie de la vie dans l'entreprise. Et pourtant, elle ne cessait dans mes entretiens, elle ne cesse sans doute encore, de dire combien beaucoup de gens avaient essayé de faire un véritable socialisme dans l'entreprise, d'essayer de créer vraiment un lien de solidarité. Donc vous voyez, ce discours-là, c'est difficile de le réduire simplement à des gens qui auraient été des sujets passifs de la domination du SED. Bien sûr qu'elle était là, bien sûr qu'elle pouvait avoir des effets extraordinairement négatifs et fonctionner comme des entraves. Mais ça n'empêche pas que ces gens-là ont essayé de bâtir autre chose. Et Sonia Kohn l'a souligné souvent, et elle a raison, elle dit, il y a eu un immense espoir en 1945 de bâtir une autre Allemagne. Et cet espoir-là, vous ne pouvez pas le réduire aux méfaits qui ont été ceux du régime après coup. C'est-à-dire que beaucoup d'Allemands de l'Est, pas tous, mais beaucoup, ont cru que ça allait être une Allemagne débarrassée du nazisme avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire la violence, l'exclusion, l'exploitation, la guerre, bref. Et une Allemagne aussi fidèle à des traditions propres au mouvement ouvrier allemand, parce qu'il y a une longue histoire, la RDA elle s'inscrit aussi dans une longue histoire, elle est aussi l'aboutissement, pour ceux qui la vivent ou veulent la construire, des luttes de Liebknecht et Rosa Luxembourg, des luttes du SPD allemand à la fin du 19e siècle, autrement dit, il y a tout ce passé de la gauche et de l'extrême gauche allemande qui rejoue en RDA, et du coup votre livre il est sur les traces de la RDA, mais aussi sur les traces des traces, c'est-à-dire sur les traces de ce que la RDA avait construit pour son propre passé. Oui, c'est une dimension très importante, et c'est ce qui spécifie aussi la RDA parmi les autres pays du bloc socialiste. Son rapport au socialisme n'est pas simplement l'imposition après 1945 par l'URSS vainqueur d'un régime d'exportation. L'Allemagne de l'Est, c'est l'héritière de Marx, c'est l'héritière, comme vous l'avez dit, de la social-démocratie, c'est l'héritière des luttes spartakistes. Bref, il y a vraiment un socialisme allemand multiple d'ailleurs, avec une version social-démocrate, avec une version révolutionnaire, avec même des versions ultra-révolutionnaires, avec des débats théoriques très importants. Et tout cet héritage-là, évidemment, a été capté par la RDA, pas forcément le régime lui-même, mais beaucoup de ces intellectuels, de ces historiens, de ces écrivains qui avaient lu, qui avaient vécu, qui avaient parfois connu. Capté, mis en scène aussi, mis en exergue dans l'espace public à travers des monuments. Oui, tout à fait. Il y a eu aussi la volonté de raconter cette histoire par la pierre et dans l'espace public. Et ça, c'était évidemment très frappant. Donc, beaucoup de grandes figures qui n'avaient rien à voir
avec la RDA, ou qui ne l'ont pas connue, ou qui n'ont même pas connu parfois, pour Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg, qui n'ont même pas connu les luttes de l'entre-deux-guerres, ça pouvait remonter très loin. Il y avait donc toute une généalogie militante, une généalogie du mouvement ouvrier qui parcourait tout l'espace public de la RDA. C'était le nom qui était donné à des brigades d'entreprise, qui était donné à des rues, qui était donné à des places, qui était donné à des maisons de la culture, qu'on voyait dans des films, et parfois des figures inconnues. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est-à-dire des militants antifascistes, dont le nom est totalement perdu, peu importe aujourd'hui, mais il y a des dizaines de noms de grands militants de l'histoire du mouvement ouvrier qui avaient donné leur nom à des écoles, à des places, dont les bustes étaient partout, et qui formaient un espace public tout à fait neuf. Et d'ailleurs, ces intellectuels de la RDA, ils le disent, on va renouveler l'espace public. On va enfin donner la place à ceux qui ne l'ont pas eu, ni dans les manuels d'histoire, ni dans les sculptures publiques, ni dans la manière dont on se représentait le passé. Donc il y avait l'idée de créer un monde nouveau, mais pas seulement un monde nouveau qui était celui du progrès avec le soleil qui monte, comme on voit sur certaines représentations de la RDA des années 50, aussi un monde nouveau parce qu'il y avait un nouveau passé. Et ce nouveau passé, c'était effectivement cette histoire très choisie du mouvement ouvrier. Évidemment, on prenait dans le mouvement ouvrier que ce qui pouvait former une généalogie avec le Parti communiste. Donc il ne faut pas croire que c'était un pur travail critique et scientifique. Il y avait une généalogie très fixe et on ne pouvait pas en sortir. Il y a des personnages qu'on ne mettait pas en avant et d'autres qu'on mettait en avant. Il n'empêche que c'était quand même une forme de, on pourrait dire, de révolution symbolique. Et du coup, ce qui est frappant, c'est que ce passé si particulier, il a été lui aussi très largement effacé à partir de 1990, c'est-à-dire qu'on comprend bien qu'après 1990, on ait voulu débaptiser ce qui rappelait directement le stalinisme, la RDA, la Stasi, etc. Mais vous montrez qu'on a aussi jeté avec, en quelque sorte, des choses qui n'étaient pas teintées ou marquées par les pratiques répressives du régime. Par exemple, des résistants anti-nazis, des rues qui portaient leur nom, ont été débaptisées en ex-Allemagne de l'Est. Oui, et ça c'est très frappant, on le voit Là, c'est là où l'enquête de terrain est intéressante, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'en tenir à ce qui est dit, parce que les choses bougent très vite en matière d'espace public. On peut rebaptiser une rue, on peut remettre un tableau qui a été, par exemple, un tableau mémoriel qui a été retiré pour des travaux, revenir. Donc ça demande une enquête de terrain, et c'est là-dessus que je m'appuie pour vous répondre. Ce qui m'a frappé, en parcourant l'Allemagne de l'Est, ce que j'ai fait en long et en large pendant des années, c'est la disparition, effectivement, de mémoriaux, de rues, de plaques, pour des gens qui pouvaient être communistes, donc qui avaient participé évidemment aux luttes communistes de l'époque, mais dont l'histoire finalement, à l'aune, on pourrait dire, d'une mémoire large aujourd'hui, est avant tout marquée par leur engagement anti-nazi et le fait qu'ils ont été massacrés par les nazis, qui dans des camps de concentration, qui exécutés, etc. Et certains de ces militants, qui donc avaient été exaltés à l'époque de la RDA, avaient droit à une plaque sur leur maison de naissance, avaient droit à une plaque parfois là où ils avaient habité, en plus de leur rue. Certains ont complètement disparu de l'espace public, parce qu'ils s'étaient associés non pas à leur histoire propre, qui en soi pouvait quand même rentrer dans un récit historique post-90, me semble-t-il, mais qui en fait ont été assimilés à une histoire sainte de la RDA, et donc une histoire qui devenait diabolique. De sainte, elle était passée à diabolique, donc il fallait enlever tout ce qui... par exemple, il y a même des rues aux martyrs du fascisme qui ont été retirées. On se demande vraiment pourquoi le terme était certes très associé à la RDA. Il n'empêche que des martyrs du fascisme, c'est pas un mythe de la RDA. Que énormément de résistants communistes soient morts dans les geôles nazies, dans les camps de concentration, aient été exécutés, c'est pas une invention de la RDA. Que ces gens-là aient donné leur vie pour lutter contre le nazisme, c'est évidemment pas une invention. Et on pourrait se dire, oui, mais quand même, ils ont été communistes, donc ils ont pu participer à d'autres formes d'oppression. Mais quand on exalte la mémoire d'un résistant, on ne lui demande pas d'être parfait non plus en France ou dans d'autres pays occupés. Et évidemment, là, il n'y avait pas de raison, me semble-t-il, toujours, en tous les cas, de raison autre que cette volonté d'effacement, de les retirer de l'espace public. Vous l'avez dit, pour mener cette enquête, vous avez parcouru des années durant la RDA, et notamment en menant ce dont on a un petit peu parlé tout à l'heure, l'urbex, l'exploration urbaine. Est-ce qu'on peut en dire un petit peu plus sur cette pratique et sur ce que ça permet pour l'historien? C'est un peu quand même une nouvelle méthode ou un nouvel horizon que les historiens peuvent commencer à s'approprier. C'est un vrai questionnement en tous les cas, l'exploration urbaine. Alors je vous résume rapidement pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas. C'est un mouvement qui se développe, ça a toujours existé, mais qui se développe sous ce nom depuis 20 ou 30 ans, donc Urban Exploration en anglais, l'exploration urbaine, abrégé en français comme en anglais Urbex. L'idée est de visiter des sites plutôt urbains, mais a priori on pourrait le faire aussi à la campagne s'il y a de grosses infrastructures, des sites abandonnés, normalement non visitables parce que propriété de l'État ou propriété privée, donc de manière plutôt illégale, ou non légale, non explicitement légale. Voilà, parfois, vous dites, on pousse une porte et il n'y a pas vraiment de verrou, mais on n'est quand même pas censé le faire. Alors, il y a toutes les formes, il y a des règles.
Normalement, les règles de l'urbex telles qu'elles circulent, parce qu'il y a sur Internet, il y a énormément de sites, de définitions, chacun. C'est assez amusant, c'est une pratique illégale, mais les gens cherchent à la définir quand même. Et donc donner des règles de... Et une des règles, notamment de l'urbex, qui est assez hypocrite, c'est de dire on ne pénètre jamais un endroit quand il est fermé à clé. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait eu déjà soit une porte entrouverte, soit une fenêtre cassée, soit une grille un tout petit peu écartée. Sauf que là où je disais que c'était un peu hypocrite, c'est qu'il faut bien que quelqu'un le fasse au début. Donc il y a bien quelqu'un qui à un moment a pété le carreau, a entrouvert la grille ou a cassé la porte. Moi ça m'est arrivé qu'exceptionnellement, j'essaie plutôt de respecter cette règle, de ne pas casser pour rentrer. Et alors pourquoi c'est intéressant ? D'abord il y a un premier aspect géographique, c'est-à-dire que rentrer dans un lieu abandonné, en l'occurrence qui a eu une importance historique, ça peut être une grande usine, ça peut être une caserne, ça peut être une maison de la culture, ça vous montre son rôle dans l'espace, pas de la même manière que si vous le voyez du point de vue fermé, extérieur. Donc il y a un côté géographique dans ma quête intellectuelle, c'est-à-dire de percevoir cet espace de l'ex-RDA tel qu'il est vécu par les habitants aujourd'hui. Donc il y a une forme de perception d'une réalité spatiale. C'est le premier intérêt pour moi de l'urbex, c'est le premier qui m'a intéressé. Pour d'autres, il faut le dire, moi je ne suis qu'un urbexeur parmi d'autres, dans mes motivations, il y a beaucoup de passionnés de photographie. La photographie de ruines, c'est quelque chose qui est en expansion depuis 20 ou 30 ans partout. Alors il y a même des livres entiers sur pourquoi est-ce qu'on se passionne aujourd'hui pour les ruines. Je ne vais pas vous en parler, ce serait trop long. C'est presque un autre sujet. C'est pas seulement le bloc de l'Est, c'est Détroit. Ah oui, c'est Détroit, ça peut être les mines du Nord, bref, il y a des passions pour les ruines à peu près partout et sous toutes les formes. Ça peut être des îles japonaises abandonnées qui n'ont rien à voir avec nos affaires. Il y a le goût de l'aventure qui joue, bien sûr. Et il y a même aussi une dimension politique dans l'urbex, notamment dans les équipes d'urbex anglo-saxonnes, parce qu'il y a véritablement des équipes, notamment celle de Bradley Garrett, en tous les cas ceux qui ont fait de l'urbex avec Bradley Garrett, et qui défendent l'idée qu'il faut desserrer l'étau de la contrainte et de la domination politique du capitalisme. Et donc que le capitalisme, en quelque sorte... Le desserrer sur le plan spatial. Sur le plan spatial, absolument, et pas seulement sur le plan des luttes politiques. Et donc tout ce qu'on nous impose, comme circulation, comme contraintes, comme lieux qu'on ne doit pas visiter, qu'on ne doit pas regarder, qui sont en dehors, il faut le desserrer. Ce qui les conduit même à aller se promener, par exemple, sur des chantiers en construction, sur des ponts de chemin de fer. C'est une urbex qui va bien plus loin que les lieux abandonnés. Donc il y a une dimension politique. Donc une dimension d'aventure, une dimension politique, une dimension esthétique, et il y en a d'autres encore. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est la dimension cognitive, en quelque sorte. Est-ce que c'est intéressant pour un historien ou un chercheur de faire de l'urbex ? Alors, je ne vais pas être hypocrite non plus. Les trois autres dimensions m'intéressent. J'aime cette idée de m'approprier des espaces illégalement et d'avoir un peu de liberté dans la ville. Ça, je partage avec Bradley Garrett ce qu'il dit. Et ça ne me dérange pas même de m'affronter éventuellement aux autorités locales dans ce cas-là. J'aime bien cette idée de pouvoir voir ce que j'ai envie de voir dans une ville. Deuxièmement, j'aime aussi ces lieux. Je trouve que ce sont des lieux qui sont très parlants. Là, c'est peut-être quand même la sensibilité historienne du rapport au passé. Et ce goût de l'aventure, c'est vrai que c'est amusant aussi. Il y a un côté amusant. Donc j'assume, si vous voulez, les trois dimensions de l'urbex que je vous ai signalé ou signifié. Et en réalité, il y en a une peut-être qui l'emporte, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça ? Je vous ai déjà répondu, il y a l'aspect géographique, on peut mesurer un espace et son rôle aujourd'hui, dans un monde contemporain qui n'est plus habité vraiment par lui. On y trouve des archives, c'est une deuxième justification, mais on y trouve d'autres choses. D'abord, on y trouve beaucoup d'œuvres d'art, beaucoup de mise en scène d'un régime par lui-même. C'est-à-dire que dans ces lieux abandonnés, qui peuvent être encore une fois très variés, casernes, hôpitaux, maisons de la culture, entreprises, il y a des affiches de l'époque de la RDA. Donc vous voyez, les affiches on les connaît, mais on les voit pas toujours en situation. On voit pas comment, par exemple, elles sont mises en scène les unes à côté des autres. Quel discours on bâtit avec plusieurs affiches. Pour ça, il faut le voir in situ. Donc c'est quand même un apport de connaissances. On peut très bien voir les affiches sans aucun doute dans les archives. On peut peut-être les voir sur des photos d'époque. Mais avoir une série d'affiches où vous voyez comment, finalement, dans une entreprise, on met en scène le régime, sa culture et sa politique, c'est pas inintéressant. Donc on y trouve des affiches, on y trouve des graffitis, parfois des graffitis oppositionnels. Et on y trouve des œuvres d'art de l'époque qui sont complètement à l'abandon elles aussi. On trouve aussi beaucoup d'objets. Vous faites une place énorme dans le livre aux objets, on en reparlera peut-être. Ça fait partie aussi de ces gisements d'objets qui ont chacun leur biographie, leur trajectoire, qui disent aussi beaucoup de choses historiquement et dont les traces disent des choses. C'est un des intérêts complémentaires de ces explorations, après ceux que j'ai évoqués, à savoir ceux des œuvres d'art et des affiches, ceux des archives qu'on peut y trouver. On y trouve aussi quantité d'objets industriels qui sont totalement à l'abandon parce qu'ils sont considérés comme périmés. Alors sans aucun doute, ceux qui avaient encore de la valeur et qui pouvaient le plus être réutilisés ont été volés. Ça m'est arrivé dans mes pérégrinations de rencontrer aussi des voleurs de métaux qui continuaient à prendre du cuivre et du bronze, parce que vous imaginez le nombre de métaux qu'il y a encore dans toutes ces usines abandonnées. Mais il y a aussi de nombreux objets, et ces objets parfois ont une histoire. D'abord, ils n'ont pas tous été produits en grande quantité, parfois ils sont un peu oubliés, et on n'en trouve pas beaucoup de traces, sauf à faire vraiment des enquêtes très très longues.
Et on les trouve par nombre. Par exemple, ce qui m'a fasciné, c'est de voir tous les objets du bloc de l'Est, ce qui est normal, on le sait qu'il y avait une circulation spécifique au Comecom, donc à l'Alliance économique du bloc de l'Est, mais on les voit concrètement. On voit ce qui vient de Roumanie, on voit ce qui est exporté en Hongrie, on voit... Donc il y a une forme de reconstitution. Au-delà même d'ailleurs de l'Europe, puisqu'il y a aussi des traces qui viennent du Vietnam, du Chili, autrement dit, c'est tout un espace qui était cette géographie symbolique et des alliances de l'URSS, qui est présente encore physiquement dans certains lieux. Tout à fait. Et ce qui est intéressant du coup, c'est que vous pouvez vous rendre compte au quotidien de cette présence du bloc de l'Est, pas seulement dans les récits qui sont faits, mais de voir finalement dans le quotidien ouvrier... Ce que les gens faisaient avec ça. Quelles étaient les pièces qui venaient, quels étaient les vins qu'on buvait, quels étaient les journaux qu'on pouvait lire. Et certains de ces objets, quand il s'agit de plaques ou de production spécifique à une entreprise, peuvent avoir quand même largement disparu. Donc d'une certaine manière, il y a une forme d'archéologie de la RDA que j'ai entrepris, sans avoir toutes les méthodes de l'archéologue non plus. Il ne faut pas... systématiser ce qui est plutôt une exploration urbaine, mais il y a quand même l'idée de se dire, est-ce qu'une forme d'archéologie de surface est intéressante, et j'ai essayé de le montrer à travers un certain nombre d'objets que j'ai ramassés sur place, et ce qu'on peut imaginer pour certains assez répandus à des milliers d'exemplaires, donc ça n'a pas d'autre intérêt que de savoir où ils étaient là, donc là on peut dire que la quête de sens ou la quête d'information est très faible, mais il y en a qui sont moins connus, ou qui en tous les cas sont très localisés, et qui sont la production de l'entreprise qui parfois a complètement disparu. Alors cette question des objets est très intéressante parce que vous n'êtes pas le seul à médiatiser le rapport à la RDA par l'objet. En Allemagne de l'Est, ex-Allemagne de l'Est elle-même, il y a énormément de gens qui ont ce rapport particulier aux objets, qui les gardent, qui les mettent en scène. Vous montrez qu'il y a énormément de petits musées, de musées personnels de gens qui les collectent. D'ailleurs, avec une muséographie qui n'est pas du tout celle de la muséographie la plus contemporaine, une muséographie qui consiste à empiler sur des étagères, à permettre aux gens de toucher. Autrement dit, le rapport à l'objet fait encore partie du rapport au passé pour beaucoup de gens dans cet ancien pays. Là aussi, je crois qu'il y a des spécificités à la RDA, c'est ce qui fait le propos de mon livre. Parmi ces traits propres, alors là, c'est sans doute ceux des économies socialistes ou des économies en partie de pénurie, c'est qu'il y avait peu de marques. Donc ces objets, ils ont une fonction de reconnaissance. Quand vous avez 40 dentifrices, c'est pas ce qui vous relie à votre voisin. Quand vous en avez un ou deux, tout le monde a eu le même dentifrice, tout le monde a eu les mêmes voitures, tout le monde a mangé le même type de bonbons, parce qu'il n'y avait pas 150 marques, il n'y avait pas 300 assortiments pour chacun des éléments. Donc du coup, ça a une fonction identitaire très évidente pour les anciens Allemands de l'Est qui se rencontrent, qui discutent. Et d'ailleurs, moi, à chaque fois que j'ai évoqué ces objets, j'avais tout de suite un grand sourire ou un signe de reconnaissance en disant bien sûr, ce dont je parle. Alors qu'il est évident que si vous essayez de décalquer ce type de comportement, vous n'auriez pas, avec des gens même français ou anglais, cette même complicité à l'objet. Ou alors elle est très rare et elle est d'autant plus chère quand vous avez vraiment un objet que vous partagez avec quelqu'un, parce qu'il y a tellement de marques de yaourts, de voitures, etc., qu'à part ceux qui sont fans de telle ou telle marque, les gens n'ont pas beaucoup de raisons de se rencontrer. En Allemagne de l'Est, tout le monde avait une Trabant. C'est un univers commun. Voilà, il y a un univers commun et qui prend beaucoup plus de sens au moment où cet univers a été dévalué, dévalorisé, alors qu'il a constitué votre quotidien. Il faut bien imaginer, la RDA, c'est quand même des décennies. Donc c'est des gens qui ont vécu avec les Trabants, c'est des gens qui ont vécu avec la crème Florena, c'est des gens qui ont vécu avec les produits électroniques, électriques, RFT, avec les cigarettes, qui étaient Huel ou d'autres, peu importe. Et donc du coup, tout ça sont des signes de reconnaissance aujourd'hui d'un passé qu'on voudrait uniquement ramener à la dictature. D'où le fait que ces objets jouent un rôle. Donc il y a le fait qu'ils étaient limités, il y a le fait qu'ils sont dévalorisés, et qui de coup peuvent faire, en quelque sorte, produire un sens commun. Ces objets, d'ailleurs, on les retrouve par milliers en ex-RDA aujourd'hui. Vous dites que c'est un pays à l'horizontale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sur les tables des brocanteurs, on trouve énormément de choses, mais pas seulement ? Le terme de pays à l'horizontale dit plusieurs choses. D'abord, qu'on a voulu abattre tout ce qui montrait la RDA en majesté. Donc ces sculptures, ces statues, ces immeubles même, qui ont été détruits parce qu'on considère que c'était moche, et d'ailleurs c'est encore des choses qui se débattent aujourd'hui en Allemagne. Donc mettre la RDA à l'horizontale, c'était montrer la victoire symbolique, on peut en quelque sorte, du capitalisme et du libéralisme occidental. Donc c'est ça le pays à l'horizontale, c'est d'abord de faire tomber les sculptures, de faire tomber les immeubles pour montrer qu'il n'y aura plus rien de haut, plus aucune domination de ce régime défunt, de ce bloc de l'Est défunt. À l'horizontale aussi, évidemment parce que beaucoup d'objets quotidiens n'ont plus de sens, ou même de décoration quotidienne, donc on les a stockés par terre, dans les garages, dans les soupentes, et ils sont maintenant vendus sur les tréteaux des brocantes. Et donc j'ai eu ce sentiment physique très souvent, parce que certaines statues sont conservées, mais elles sont conservées évidemment à l'horizontale, y compris dans des lieux de stockage. Comme si symboliquement, même dans les lieux de stockage, on n'allait pas stocker debout
une sculpture. Alors, ce qui est aussi une ambiguïté, parce que ça veut dire que tout n'a pas complètement disparu. Il y a aussi des gens qui pensent qu'il faut valoriser certaines choses, certains objets, certaines statues peut-être, les remettre en place, ou leur retrouver une nouvelle place à côté, et pas exactement au même endroit. Autrement dit, ce n'est pas le pur effacement. Vous montrez aussi qu'il y a des gens qui tiennent à ce passé, qui cherchent à le faire revivre de différentes façons. Il y a deux choses. J'ai un petit débat avec une chercheuse qui a travaillé sur ces questions. Elle s'appelle Léonie Beiersdorf, et qui dit on a exagéré cet effacement. Si vous calculez le nombre de statues qui ont été abattues et de mémoriaux, finalement, c'est minoritaire. C'est-à-dire qu'il reste plus de statues debout de l'ex-RDA qui n'en a été abattues. Par ailleurs, il n'y a eu quasiment aucun iconoclasme, au sens où aucune n'a été détruite avec des burins, ou en quelque sorte pour montrer qu'on veut s'en prendre comme c'était le cas contenu. en ex-URSS par exemple. Par exemple. Donc elle dit, il y a quelques rares exemples, donc elle dit en fait qu'on exagère. Il reste beaucoup de choses. À mon avis, elle se trompe un petit peu, non pas dans ses calculs ou dans ses résultats positifs, mais dans son interprétation, parce que bien sûr qu'il en reste beaucoup. Et c'est ce qui fait l'objet de mon livre. J'en ai vu des centaines de ces sculptures, j'ai vu où elles étaient. Mais il y a deux éléments quand même qui sont importants. D'abord, c'est qu'on en a détruit ou démoli des très symboliques. Donc bien sûr qu'il peut rester des Thälmann au fond d'une artère, mais si la grande sculpture qui était au centre de Dresden ou au centre de Halle a été démontée, le démontage symbolique est évidemment très puissant malgré tout. Donc on ne peut pas uniquement raisonner en termes quantitatifs ici. Il y a l'aspect qualitatif qui fait qu'on a quand même démoli symboliquement beaucoup de ce qui faisait l'identité du paysage urbain de la RDA. Par ailleurs, ce qu'elle ne prend pas en compte, c'est qu'on a quasiment fermé tous les petits mémoriaux qui n'avaient pas une grande valeur esthétique parce que c'était une sculpture intéressante ou alors qui n'avait pas ou qui pouvait être démontée facilement parce que la sculpture elle-même ne prenait pas de place. Donc on a fermé quasiment tout. Donc tout cet espace de visite dans le passé à travers ce qu'on appelait les Traditionskabinette, c'est-à-dire des cabinets de tradition où on racontait une petite histoire, tout ça a été fermé. Enfin, ce qui m'a frappé moi, c'est qu'il y a quand même eu beaucoup de plaques qui ont été démontées et ces plaques, elles racontaient toute une histoire dans l'espace public. Donc Beiersdorf a raison de tordre le bâton dans l'autre sens. Attention, tout n'a pas disparu, il y a encore beaucoup de sculptures qui sont visibles et on en voit encore la majorité, mais symboliquement, je pense que l'effacement reste l'interprétation dominante. Alors du coup, beaucoup de choses ont été récupérées. C'est inimaginable ce qui devait se passer en 90, c'est-à-dire qu'il y a des casernes qui étaient ouvertes, tout le monde se servait d'une certaine manière. Enfin, tout le monde ne voulait pas se servir, parce que ce qu'on voulait, en réalité, c'était les produits du capitalisme tout neuf. Donc on se précipitait dans les supermarchés, mais on n'allait pas récupérer les vieux outils qui justement étaient ce dont on avait voulu se débarrasser. Donc ceux qui étaient avaient soit un sens du passé, soit un sens de la collection, soit un sens un peu financier, parce que certaines choses pouvaient être vendues, se sont emparés de tout ce qui restait. Ça, je le vois tout le temps, les gens me disent « ça, je l'ai récupéré dans une caserne en 90 », il y en a qui ont récupéré les chiffres d'imprimerie ou les lettres d'imprimerie à Leipzig, qui était une ville de l'impression. Bon, voilà, ils ont chacun gardé ce qu'il avait envie de garder. Et donc, du coup, d'autres sont allés plus loin et ont voulu le montrer. Il y a ceux qui l'ont gardé pour eux, donc vous trouvez très fréquemment des objets de l'ex-RDA chez les habitants, mais il y en a qui sont allés plus loin. Et on trouve deux niveaux. On trouve un niveau qui est assez fascinant et alors qui se répand par dizaines partout dans l'ex-RDA, c'est de faire vraiment un musée. C'est-à-dire que c'est ouvert, vous avez un site internet, des heures de visite, avec toute une gradation. Vous avez le petit musée qui est à peine un musée personnel, on pourrait dire c'est 2 pièces, il faut vraiment téléphoner, les personnes sont là ou pas là. Et il y en a qui sont de vraies entreprises commerciales, donc là avec un musée de la RDA fait par des privés. C'est un musée privé qui a souvent pas les labels de reconnaissance des autorités publiques, mais qui, malgré tout, est ouvert au public, et certains ont du succès, ils ont des dizaines de milliers de visiteurs par an. Donc vous avez toute une gradation, et tout ça, évidemment, c'est des collections qui n'ont pas coûté très cher, puisque tout le monde voulait s'en débarrasser. Donc ceux qui ont collectionné dans les années 90, ils ont eu pour des bouchées de pain, voire même on était content de leur donner, ce qui est encore d'ailleurs en partie le cas aujourd'hui, mais moins, ils ont eu à peu près tout ce qu'on pouvait imaginer qui était produit en RDA. Et donc du coup, partout sur cet ancien territoire, vous pouvez visiter ces petits musées. Ils ont un point commun quasiment, c'est qu'il y a toujours une histoire derrière, une histoire de vie. C'est-à-dire que c'est rarement quelqu'un de l'Ouest qui est venu, ou un étranger qui s'est dit « tiens, je vais faire un musée ». Étranger même au double sens d'étranger à la localité ou d'étranger à l'Allemagne. C'est souvent des locaux. Et deuxième élément, c'est que quasiment aucun non plus n'a cherché à se renseigner sur la muséographie contemporaine telle qu'elle peut être pratiquée par des institutions publiques importantes. C'est-à-dire que c'est la manière dont eux voient la disposition des objets qui l'emportent. Donc du coup, il y a souvent une histoire personnelle qui est racontée à travers cela. Donc il y a des dizaines de musées comme ça sur le territoire, je l'ai dit, mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'il y a aussi des petits musées qui n'ont pas vocation à être montrés, et qui sont en quelque sorte pour soi, soit dans une arrière-boutique, soit dans une petite vitrine de son entreprise de plomberie. Donc vous avez aussi cette idée de conserver
pour soi, pour ceux qui passent, quelque chose de ce passé qu'on n'a plus. Avec évidemment des motivations très diverses. Il y a des motivations politiques, très clairement, des gens qui disaient c'était un régime qui nous a amené la sécurité, la paix, la solidarité, donc il n'y a aucune raison que je l'efface de ma vie, vous allez donc le voir ce régime-là. Il y en a simplement parce que c'est une histoire de vie, qui n'ont pas aucun rapport très politique au régime, mais c'est ce qu'ils ont vécu, puis quand on vieillit, on se tourne toujours plus vers le passé, donc des gens qui ont 60, 70 ans, qui arrivent à la retraite, se font leur petit musée pour eux. Et puis il y en a, c'est parfois simplement aussi par opposition au monde contemporain, en disant il y a une autre chose sur lequel on met pas forcément un grand discours, mais qui est de dire ben voilà, moi j'ai été ça, c'est mon identité. C'est un livre qui est un livre très personnel, qui est aussi le récit d'exploration, de voyage, de rencontres avec beaucoup d'Allemandes et d'Allemands de l'Est. D'où vous est venu cet intérêt pour la RDA d'où est-ce que ça part ? D'abord, il faut dire que, comme vous l'avez dit au début de l'émission, j'ai déjà eu deux vies historiennes auparavant, une vie de médiéviste, qui ne sont pas finies, j'espère, mais qui sont pour l'instant entre parenthèses, et une vie qui l'est moins sur la Grande Guerre. Et à chaque fois, j'ai toujours été très intéressé par les lieux. Ce qui m'a toujours intéressé comme historien, c'est de voir ce que les lieux sont aujourd'hui, après avoir été pétris par l'histoire. Et donc, du coup, j'ai un regard qui est sans doute assez particulier, c'est-à-dire que partout où je vais, je porte un regard historien, j'essaie de voir les couches du passé qui sont là, de voir ce que les gens du présent ont fait du passé. Donc c'est une forme de déformation professionnelle, mais je suis très pris par les lieux et je regarde très vite, je m'arrête, j'ai des circuits qui ne sont pas ceux des gens ordinaires, je pense, qui sont beaucoup déterminés par ce lien entre passé et présent dans la spatialité. Quelque chose qui m'a beaucoup fasciné. Alors 14-18, c'est évidemment les anciens champs de bataille. Nous avons travaillé, vous le savez, par exemple sur le chemin des dames ensemble, et c'est quelque chose que nous avons ancré sur le champ de bataille lui-même, et pas simplement sur les archives, qui ont été évidemment dépouillées, mais aussi sur ce que c'est aujourd'hui, sur ce qu'il a gardé comme trace. Donc c'est un rapport à l'histoire qui est très profond chez moi, et qui peut toucher d'autres types de thèmes ou de thématiques. Mais ce qui m'a frappé quand j'ai commencé à visiter l'Allemagne, par intérêt comme j'ai pu avoir pour d'autres pays, même si j'aime bien la langue et que l'historiographie allemande m'intéresse, c'est quand même deux éléments importants, ce qui m'a frappé, c'est justement cette présence très difficile à discerner. C'est-à-dire que vous arrivez par exemple dans la ville de Weimar, qui est très connue évidemment pour les grands écrivains, pour l'époque moderne, etc. Et en même temps, juste à côté de la gare, donc dans cette ville, Weimar, ça fait penser à soit l'époque moderne, soit la République de Weimar, soit d'autres choses, mais rarement spécialement à la RDA. Et en même temps, à quelques mètres de la gare, vous avez une place où vous avez une statue d'Ernst Thälmann, très mise en scène. On imagine qu'il devait se passer beaucoup de choses à l'époque de la RDA, puisqu'elle est faite pour des cérémonies. Thälmann, c'est l'ancien chef du Parti communiste allemand, pour ceux qui nous écoutent. Voilà, donc l'ancien chef était la figure héroïque absolue parce qu'il a été abattu par les nazis à Buchenwald. Donc c'est non seulement l'ancien chef du Parti communiste, mais en plus c'est le martyr absolu pour les anciens Allemands de l'Est. Et donc vous arrivez à Weimar, et une des premières choses que vous voyez, une des premières incarnations de la ville, c'est ça. Donc ça m'a frappé de voir qu'il y avait encore ce feuilletage des temporalités qui était si présent. Et puis, vous continuez toujours, pour prendre cet exemple de Weimar, qui est une des premières villes que j'ai un peu visitées, et puis vous êtes dans cette ville qui est très touristique, où les gens viennent pour la musique, pour Goethe, pour Schiller, etc. Et vous voyez aussi des immeubles abandonnés. Vous voyez d'immenses entreprises laissées à l'abandon. Donc c'est une ville qu'on imagine un peu comme une ville faite de jolis immeubles, 18e, 19e, etc. Et ben non, vous avez aussi les traces de la RDA. Et tout ça va commencer à m'intriguer en me disant finalement c'est drôle cet espace, comment l'expliquer, comment le comprendre, pourquoi à Weimar on a Thälmann tout près de la gare, pourquoi est-ce qu'il est encore là, pourquoi est-ce qu'il y a d'autres plaques qui sont démontées, pourquoi est-ce qu'au milieu d'une ville qui se veut charmante et touristique, vous avez autant de balafres industriels. Et de visite en visite, ces questions s'enrichissaient et ces feuilletages devenaient de plus en plus compliqués. Et finalement, d'une certaine manière, le seul moyen de les compliquer était de les étudier véritablement. Pour finir, l'Allemagne de l'Est, lorsqu'elle est dans l'actualité ces derniers temps, c'est plutôt pour des questions de résurgence du nazisme, de violences racistes. Et là, ça entre aussi en résonance avec votre travail, parce qu'une des dimensions que vous avez montrées très fortement de la RDA, c'est qu'elle avait ce projet antifasciste, que beaucoup de gens partageaient ces valeurs antifascistes. Alors est-ce que là, il y a encore un décalque du passé qui rejoue dans le présent, et comment interpréter les événements récents à cette lumière ? Il y a sûrement un décalque du passé, en tous les cas, il y a sûrement un poids du passé. Alors, il n'est pas direct. Il y a des interprétations allemandes, là encore, qui, pour faire rentrer les choses dans le grand récit, on dit, ben voilà, les Allemands de l'Est, on vous l'a dit, ils sont habitués à subir l'autorité, ils sont empreints d'une éducation autoritaire, donc dès qu'il y a quelque chose, ça récupère des modèles autoritaires de comportement. Donc, en quelque sorte, il y a eu une personnalité autoritaire formée en RDA qui se réincarnerait dans l'AfD.
On dit ça, bon voilà, on dit aussi... L'AfD, parti d'extrême droite. Hein. Le parti d'extrême droite, hein, donc qui a eu un succès important aux dernières élections. Autre interprétation qui lie les résurgences aujourd'hui des néo-nazis et même les événements de Chemnitz en particulier qui ont lieu pendant qu'on parle à l'Allemagne de l'Est, c'est de dire il n'y a pas eu de travail antifasciste réel. C'est-à-dire que l'antifascisme en Allemagne, c'était un discours, c'était ce qu'on appelle un antifascisme ordonné, ça venait d'en haut. Mais en réalité, on n'a pas vraiment expliqué aux gens ce qu'était la Shoah, ce qu'était le nazisme. On répétait toujours les mêmes discours, mais il n'y a pas eu un travail de fond. Alors, à mon avis, c'est faux. D'abord parce que vous l'avez dit, l'antifascisme était le modèle absolu. Donc, si on considère que la RDA a vraiment socialisé ses citoyens, s'il y a bien quelque chose qu'ils auraient dû garder, hein, si c'était tous des sujets soumis qui n'avaient fait que répéter, d'intégrer un discours sans avoir de distance critique, c'est bien l'antifascisme. Donc il y a quand même un hiatus dans les interprétations dominantes à nous expliquer à la fois que l'antifascisme, ça n'existait pas vraiment parce que c'était secondaire, et en même temps que les gens étaient socialisés par ce même antifascisme. Donc il y a une contradiction qui, à mon avis, marche pas très bien. En revanche, ce qui me paraît plus intéressant, c'est de voir les effets de l'après 90. C'est-à-dire que beaucoup de gens soulignent à juste titre, et les chiffres d'ailleurs vont dans ce sens-là, c'est qu'il y a encore deux Allemagnes. Il y a une Allemagne de l'Est où les salaires sont moins importants, où le chômage est plus fort, et où, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la dégradation symbolique est incessante depuis 1990. Donc que tout ça produise, avec la conjoncture économique et la montée partout en Europe de modèles politiques contestataires à travers les étrangers rendus bouc émissaire, que ça puisse entrer en quelque sorte en écho avec ce contemporain, c'est évident, mais je pense que c'est tout autant l'après 90 qui explique que l'avant. Merci beaucoup. Est-ce que pour terminer, comme à chaque émission, on peut proposer un conseil de lecture, peut-être à ceux et celles qui nous écoutent, pas forcément d'ailleurs sur l'Allemagne de l'Est, même si vous citez beaucoup de livres, vous citez beaucoup de romans, ça donne envie d'ailleurs de se plonger dans ces films, dans ces romans que vous évoquez dans votre ouvrage. Quel conseil de lecture vous voudriez partager ? Écoutez, je crois que, puisqu'on peut rester sur le thème de l'Allemagne de l'Est, il y a une vraie littérature. Il y a une vraie littérature d'Allemagne de l'Est qui, elle aussi, a été un peu dévalorisée et qui prend différentes formes. Par exemple, la forme des écrivains d'Allemagne de l'Est qui ont été déjà connus à l'époque et qu'on a considéré un peu comme des gens qui avaient servi le régime, etc., et qui pourtant sont des écrivains tout à fait passionnants. Donc je pense que relire aujourd'hui Christa Wolf ou Christoph Hein, c'est se plonger aussi dans tous ces débats qu'on vient d'avoir. Et puis, je vous en conseillerai un qui a été traduit en français et que je trouve assez fascinant pour refaire le parcours qu'on a fait un peu autrement à travers une famille, et d'ailleurs une famille d'historiens, donc ça évidemment nous intéressera, c'est le roman de Eugen Ruge, qui s'appelle Quand la lumière décline, et qui est maintenant en livre de poche, donc il est accessible facilement, et qui raconte en fait 4 générations d'Allemands de l'Est, dont l'un est un historien connu à l'époque de la RDA. Et là, on voit absolument toutes les contradictions, tous les problèmes, et tout ce quotidien est-allemand. En plus, c'est très bien raconté, parce que c'était des petites vignettes par époque. Hein. Donc, Quand la lumière décline, à mon avis, est une forme de pendant à beaucoup d'histoires du siècle et à notre discussion. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.